Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodigbigui, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Sur la 102.3, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonjour. Ça dépend. Bonjour, bonsoir. Bonjour, pays Ludovic Dagba. Bonjour, bonsoir. Selon là où vous vous trouvez sur la terre des hommes, heureux d'être dans ce studio pour ce rendez-vous une nouvelle fois pour Point 7. Eh bien, voilà, vous l'avez reconnu de son timbre vocal, Jules-Léon Kitty. C'est lui, le chroniqueur politique de cette émission. Il est au rendez-vous avec moi dans ce studio. Le deuxième devrait déjà avoir répondu, mais il nous a appelé. Je ne sais pas si on peut l'avoir à bord de son véhicule. Tout est possible aujourd'hui. En tout cas, on va démarrer cette émission avant qu'il ne nous rejoigne. Merci donc avec nous. J'ai parlé, bien sûr, tout à l'heure de Casimir Pidjan qui va rallier ce studio dans quelques instants seulement. Alors, Jules-Léon Kitty, l'actualité cette semaine, qu'est-ce qui vous aura marqué? Cette semaine, c'est évidemment la visite au Bénin du président français Emmanuel Macron qui a mis notre pays sur la liste de ces pays du continent africain qu'il va visiter lors de sa première descente sur la terre africaine après sa difficile réélection. Sa difficile réélection. Oui, sa difficile réélection. Vous le relevez? Oui, écoutez... ça ne vous échappe pas? Non, ça ne m'échappe pas parce que ceci explique cela. Parce que avec tant d'empressement, il n'y a qu'à interroger son premier mandat pour constater qu'il n'a jamais été pressé de venir en Afrique. Et quand il vient, c'est pour nous offrir des scènes où, comme ça, ce fut le cas au Burkina Faso. Il y a de cela quelques années en arrière. On a pu observer que, dans les gestes, le président burkinabé d'alors, Roch Christian Kaboré, était presque regardé de haut. Après, il a eu maille à partie avec des jeunes qui lui posaient des questions qui, selon lui, ne devraient pas être posées. En Guinée, d'un certain Alpha Condé, vous savez, ces théories sur la démographie africaine et la corruption, la malgouvernance. Voilà. Moi, j'ai été marqué par sa visite à Cotonou. Ils l'ont pas raté, hein? Moi, j'ai été marqué par sa visite à Cotonou parce que le Bénin, une fois encore, a surpris le monde en inaugurant, dans la forme comme dans le fond, une nouvelle ère de la coopération entre l'Afrique, entre les chefs d'État africains et l'Hexagone, parce que j'ai vu des choses que j'avais pas l'habitude de voir. Quoi, par exemple? De chef d'État. Mais voilà, il est venu à Cotonou, président de la République française. J'ai observé que le président de la République du Bénin, tout en le respectant, l'a reçu comme un collègue, l'a reçu comme ils ont l'habitude là-bas. Un homologue, comme ils en ont l'habitude là-bas. S'il n'est pas allé à l'aéroport, mais il a pu, par considération pour le président français, dépêcher 3 ministres. Son ministre des Affaires étrangères. Le ministre d'État en charge des finances et de l'économie, le ministre de la Culture, pour coller avec l'actualité de tout ce qui a comme retombé au plan culturel et artistique dans ces derniers mois de collaboration, de coopération entre la France et le Bénin. Et après, au palais de la présidence, tous les gestes étaient millimétrés, étaient bien observés pour que on ne sente pas que c'est une ancienne je ne sais pas si colonie. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, quand c'était, je sais pas si c'est la salle d'honneur, dès qu'ils ont descendu les escaliers, il y a eu un petit retournement très rapide du chef de l'État qui s'est mis d'abord en avant, après il s'est éclipsé pour aller sur la gauche, laissant Emmanuel Macron sur la droite. Est-ce que c'est une légère incompréhension à ce niveau?
Non, mais vous savez, le protocole... Apparemment, tout est millimétré. Le protocole diplomatique, ça ne pardonne pas. Et ce qui est prévu, si par exemple, il y a eu des gestes pour indiquer telle ou telle position au chef de l'État béninois ou français, et que ça ne cadrait pas avec ce qui devrait être fait, jusqu'à ceux qui organisaient le protocole ont certainement reçu des instructions pour agir... Pour corriger en même temps. Corriger en même temps. Il n'y avait pas à avoir peur de pouvoir dire à Emmanuel Macron, non, mais vous devez être dans telle autre position. Ça se fait à l'Élysée régulièrement. Ça se fait partout. Au perron de l'Élysée, là-bas, on a vu beaucoup de chefs d'État. On en a vu même qui voulaient tomber parce que le président français les balançait par-ci, par-là. Donc, c'est pas une sorte de retournement de situation, mais simplement que le président de la République du Bénin a compris que il incarnait toute une nation qui a besoin d'être respectée, et il a montré qu'il nous respecte, nous les citoyens béninois. Il a fait respecter notre pays, et vous l'avez vu dans ses propos également à côté de Emmanuel Macron. En plus de ce que le dispositif était bien huilé, au plan esthétique, au plan des couleurs, au plan de la prestance, mais voilà, preuve qu'on peut organiser, on peut faire de très belles choses avec le jardin derrière. Vraiment, le jardin de la présidence. Je voulais mettre en lumière l'image fantastique qu'on a eue derrière les deux présidents quand ils intervenaient pour faire le point de leur échange. Regardez un peu la belle image qu'on avait derrière, qui projetait sur le jardin, ce vert, on va dire, pâli ou reverdi, et qui franchement renvoyait une très très belle image. Franchement, tout compte fait, on peut ne pas être aussi riche que les autres, on peut ne pas être aussi historiquement puissant que les autres, on peut ne pas être économiquement puissant que les autres, mais être digne. Donc, avec ses moyens de bord, faire de très bonnes choses. C'est ce que j'ai observé. Et lorsque je parlais du contenu des propos tenus par le président... Oui, avant d'aller aux propos, il y a quand même un élément que vous avez soulevé, que le chef de l'État ne soit pas aidé à l'aéroport, ni à l'arrivée, encore moins au retour. J'allais dire, on ne l'a pas observé non plus, au Cameroun, encore en Guinée, pardon. Est-ce que c'est pas un choix du président Emmanuel Macron? C'est déjà un élément de la décomplexification des relations mais la France-Afrique. Emmanuel Macron l'a dit, mais avant lui, Patrice Talon l'a dit et a donné le temps, à montrer l'exemple que depuis qu'il est au pouvoir, il a démystifié la fonction présidentielle, tout en la faisant respecter. Qu'est-ce qui peut gêner dans le fait qu'un président de la République aille accueillir son homologue qui vient le voir? Nous sommes africains. Bien. Alors, je vais vous expliquer ce qui gêne. C'est l'hospitalité. Voilà, merci. Attendez, avant, dans les rapports des présidents africains avec les présidents de la France, ce n'était pas de l'hospitalité quand les présidents français venaient en Afrique. Que ce n'était pas de l'hospitalité qu'on leur offrait, ou du moins on pensait que nous leur offrions l'hospitalité légendaire en Afrique, mais eux ils regardaient ça comme parfaitement des sous-hommes qui se mettent à trémousser, qui se mettent à transe dès qu'on les voit. Voilà. Le complexe du noir vis-à-vis du blanc. Voilà. Et dans un contexte marqué par la France-Afrique, évidemment, un président français qui venait en Afrique avait envie, s'attendait à voir à l'aéroport déjà beaucoup de femmes africaines en train de chanter, de danser, beaucoup de nos prêtres et prêtresses de vaudou, habillés. C'est de la culture, tout ça. Oui, c'est de la culture, d'accord. Mais tout dépend de comment c'est perçu. C'est une filière qui nourrit ces hommes. Non. La filière culturelle et artistique peut être organisée et produit des devises autrement. Alors donc la sobriété et puis l'efficacité, le respect mutuel qui ont marqué donc cette visite là montre que et puis en Afrique chez nous, vous voyez, le père de famille, lorsque un étranger doit venir, il va pas l'accueillir dehors, non, il reste à la maison.
il reste à la maison. Ça peut arriver que Emmanuel Macron veuille revenir ici un autre jour et que Patrice Talon décide d'aller à l'aéroport. Il n'y a pas de souci. Mais on aura on aura montré que c'est possible qu'il n'aille pas à l'aéroport et que ça ne pose aucun problème. Alors, on aura vu également que c'est possible que le président d'un pays africain comme le Bénin ne soit pas aux côtés de son homologue français comme un élève qui est en train de recevoir comme un devoir. Qui est en train de recevoir des instructions. C'est tout ce que nous voulons. Et par le passé, je vous donnais l'exemple au départ de ce qui s'était passé lors du premier mandat de Emmanuel Macron lorsqu'il était allé au Burkina Faso. Alors, comment on a pu être gêné par le fait, la manière dont il tapait l'épaule de Christian Caboret, comme si c'était son petit frère. En plus de ce que l'autre était plus âgé que lui, c'est un président de la République, que c'était un président de la République comme lui. Écoutez, qu'allez-vous chercher là? C'est quand même des gens bien, des gestes amicaux. Non. Ça n'a rien d'irrespect ou d'irrespectueux. Vous êtes un professionnel de la communication comme moi. Vous savez très bien que ces gestes, selon la manière dont ils sont utilisés, les moments où ils sont utilisés, les niveaux où on vous donne des tapes amicales, ça signifie différentes choses. D'accord? Et que je vous tienne le coude en vous tenant aussi la main, c'est quelque chose. Que je vous serre dans mes bras, c'est quelque chose. Que je vous tape à l'épaule au niveau de l'omoplate, ou que je vous tape l'épaule directement, et la manière dont je vous tape encore, ou que je vous pousse presque devant moi, ça suffit encore autre chose. Bon, bref, je ne voudrais pas revenir là, sur ces choses. C'est tout un langage de communication. C'est clair. Et quand je vous apprends rien, quand vous rentrez dedans, et l'histoire récente, les récentes productions techniques sur la question nous ont montré, entre autres exemples, l'histoire de l'ex-président américain Barack Obama. Et il y a eu de la démonstration là-dessus. Tous les gestes qu'il faisait, qui avaient un sens. C'est lui qui avait quand même montré la chose d'abord, avant que Macron ne vienne nous en mettre plein la vue. Il avait été suffisamment rodé là-dessus. À partir de ce moment, je pense que... Lui était vraiment laïque. Pour ce que j'ai observé, c'est beaucoup de fierté. Et puis, vous me demandiez d'attendre avant d'aller là-dessus, mais bon, je suis pressé de dire que... Oui, on peut aborder maintenant le contenu des échanges. Dans le langage, j'ai trouvé un président de la République du Bénin véritablement sans complexe, et il n'avait pas de complexe d'infériorité. D'abord, il était droit dans ses bottes, avec sa voix, sa diction, qui... n'avait pas faibli. Ensuite, il disait les choses telles qu'il les pensait. Voilà. Il disait ce qui était très bien dans la coopération entre la France et le Bénin, ce que la France a pu faire en tant que partenaire traditionnel pour le Bénin, ce que le Bénin a pu offrir à la France en termes de paiement de prestations des entreprises et des experts français au Bénin, à chiffres à l'appui, et puis après la priorité que le gouvernement actuel accorde donc au secteur privé, qui doit être donc pourvoyeur de richesse, en tout cas de la politique économique du gouvernement, et en demandant à son homologue français, écoutez, vous nous appuyez déjà auprès de l'Union européenne, continuez à le faire pour que nos programmes au niveau du secteur éducatif pour orienter les formations vers les métiers, eh bien que nous ayons des formateurs qui viennent ici faire des formations in situ pour nos jeunes. Il paraît ensuite que vous puissiez, je parlais du secteur éducatif, que vos opérateurs économiques également puissent comprendre qu'il faut augmenter la taille de l'investissement direct privé français au Bénin, et il vend suffisamment le Bénin en mettant en exergue les réformes qui sont opérées au Bénin aujourd'hui, qui rendent la destination justement assez fréquentable. Par rapport au lycée, près de lycée, 100 lycées qui seront construits au Bénin, il a inconfortablement
réconforté quelque peu le président français, parce qu'il a fait mine d'avoir été surpris, en fait, par cette annonce que le président faisait par rapport à l'Union européenne, à qui le projet a été soumis, mais jusque-là, qui ne réagissait pas. Oui, mais c'est peut-être que Emmanuel Macron n'avait pas pleine connaissance de ce dossier-là. De ce dossier. Et je pense que le signe qu'il fait, la raison que moi je peux lui trouver, s'arrête là. Je ne crois pas qu'il soit en train de se demander est-ce que le président béninois dit quelque chose de vrai. Je ne crois pas qu'il soit en train de se demander si le président béninois mesure la taille des ambitions qu'il se donne. Je pense que de toute façon, c'était cela dénotait du désir du chef de l'État d'obtenir vraiment l'accompagnement qu'il faut pour la réalisation de ce vœu. Et le président français n'a pas lésiné sur l'occasion pour lui dire, en fait, au lieu que ce soit des bourses qui soient trouvées pour les nôtres, nos compatriotes, pour aller se faire former dans leur lycée et autres, ce sera désormais le contraire. L'expertise sera délocalisée en Afrique. Ce qui est intéressant dedans, cher Piggy Ludovic Dagba, c'est que c'est le président béninois qui a parlé avant le président français. Et le président béninois, à aucun moment n'a demandé à ce que la France vienne aider le Bénin à envoyer former ses enfants en France. Ça veut dire que le président français n'est venu donc que conforter le président béninois dans sa dynamique, dans sa démarche, en disant oui, ce que vous dites, oui, ça cadre bien avec notre vision, qui est que c'est ici qu'il faut délocaliser donc les compétences, c'est ici qu'il faut former des talents africains pour l'Afrique et pour donc le Bénin. Et en cela, il a particulièrement célébré la zone économique de Glodjibé, dont certainement le président Patrice Talon lui avait déjà parlé. Et il y a son ministre du Commerce qui, en compagnie de la nôtre, qui est allé faire visiter. Et ils ont appelé ça, le ministre du Commerce français, le ministre français du Commerce a appelé ça un miracle économique. Parce que ce qu'il a vu, il dit, c'est extraordinaire. Ensuite, qu'un président béninois puisse dire à son homologue français et en direct, sans regarder, sans baisser la tête, que en fait aujourd'hui la destination Bénin est véritablement fréquentable, c'est ici qu'il faut investir, elle est vendable, et il y a la sécurité juridique, il y a moins de corruption, l'administration est plus accélérée. Notre pays, c'est quand même le pays où il y a la durée la plus courte pour créer une entreprise aujourd'hui. C'est dans notre pays que vous avez moins de tracasseries pour que vous puissiez obtenir... Je vous surprendrai, je vous surprendrai par cette annonce. Est-ce que vous savez qu'il y a près de 5000 Nigérians qui visitent nos côtes chaque week-end par an? C'est un chiffre qui ne m'étonne pas, parce que le travail... En fait, en matière économique, il y a une loi qui est complètement simple. Vous créez l'opportunité, vous avez une opportunité, vous créez les conditions attractives et l'investisseur vient. Le touriste qui veut venir chez vous, dès que vous avez des possibilités à lui offrir, lorsqu'il vient sur vos côtes et il observe que c'est plus joli, il y a plus d'infrastructures qui attirent, il y a plus d'offres de prestations, de choses ludiques qui peuvent l'intéresser, eh bien il viendra et il ne comptera pas son argent qu'il est en train de dépenser avec vous. C'est ce que le Bénin est devenu. En tout cas, ce n'est pas encore totalement ce qu'on veut, mais il y a eu des bons qualitatifs, et c'est ce que le président béninois a vendu, en disant surtout que, en insistant à tout point de vue sur tous les projets qu'il a évoqués avec son homologue français, il a dit mais il faut pas non plus que les réactions françaises tardent trop. Et il a dit qu'il faut que tous les engagements pris par le président français puissent être tenus dans le temps de l'espérance. Surtout en matière d'investissement. Voilà, il dit que si ça dépasse ce temps, les ardeurs risquent de s'émousser. Ouais. Mais en ce moment,
que par rapport aux exigences, aux priorités du Bénin, les premiers qui vont venir avec des offres intéressantes seront les mieux servis. Lorsque vous interrogez l'histoire du Bénin, je n'ai pas pratiquement vu de président béninois qui a été capable de dire à un président français ouvertement comme ça, presque donc les yeux dans les yeux, que évidemment si vous ne venez pas vite, il y aura d'autres avec d'autres. Et très souvent par le passé, on avait constaté que ce sont les Européens, ce sont les Français qui venaient nous expliquer, nous présenter le tableau de notre situation au plan socio-économique, au plan socio-politique. C'est eux qui maîtrisent plus notre situation que nous. Alors, donc, et à partir du moment où c'est eux qui montraient qu'ils maîtrisaient mieux notre situation que nous, c'est eux qui proposaient les solutions. Vous avez entendu un président béninois qui a dit clairement à son homologue français ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes devenus, le terreau fertile pour que ce que nous voulons réaliser, eux, ils puissent nous aider à le réaliser. À aucun moment, le président français, même quand il a pris la parole, quand il est revenu sur ses ambitions par rapport à l'Institut français, on parle maintenant d'Institut franco-béninois, c'est déjà une longue avancée, mais c'est le président béninois qui l'a encore mieux décrit et qui a osé dire que l'Institut français de Cotonou manque d'ambition. Ne nous satisfaisait plus. Manque d'ambition. Et lorsqu'il dit que ça manque d'ambition, il décrit en même temps tel qu'il souhaite que cela soit. Julien Kitty, vous êtes intarissable sur la question, mais on doit aller à un autre sujet. Concluez très rapidement. Non, mais c'est dire qu'il faut que, au terme de cette visite, je pense que les deux présidents et les équipes qui les accompagnent, comme le chef d'État béninois lui-même l'a dit, ils ont obligation de se voir souvent. Le président béninois l'a dit, que ce soit à Cotonou ou à Paris, il faut que les deux chefs de l'État se voient souvent avec leurs équipes pour continuer à travailler pour la concrétisation de tout cela. Je pense que Emmanuel Macron et Patrice Talon ont tous le chrono en main pour que celui qui va dormir un peu, l'autre puisse le réveiller. Et j'ai été heureux, j'en aurais fini en vous disant que j'ai été heureux d'entendre le président français dire aussi, quand il a fini de visiter l'exposition des trésors royaux ramenés dans notre pays et puis l'exposition des autres objets d'art contemporains au palais de la présidence, que verra qu'il est émerveillé par cette exposition et il souhaiterait que le Bénin vienne faire une telle exposition à Paris. Et donc vous voyez, c'est l'expérience du Sud qui commence par c'est une prime. Voilà. Et la création artistique béninoise. Et ça finit de convaincre le président français également de ce que l'une des inquiétudes qu'ils avaient avant est désormais dissipée lorsqu'ils voulaient rendre les 26 œuvres ramenées dans notre pays. La question était sur toutes les lèvres que est-ce que le Bénin a les moyens, a le cadre, les infrastructures pour bien conserver ces objets-là. Maintenant, le président Macron a la preuve palpable que oui, nous pouvons le faire et nous pouvons très très bien le faire. Voilà. Alors, Julien Kitty, on va passer maintenant à un autre sujet qui n'est quand même pas loin de là, parce que beaucoup auront, attribué la libération des 30 détenus politiques qui, ma foi, suivaient très rapidement cet échange avec le chef de l'État français, détenus politiques qui sont libérés. J'ai envie de dire, les gens ont dit que c'est Macron qui finalement est venu décider, Patrice Talon, à réagir et à agir. Non, je pense que tous ceux qui l'ont dit n'ont pas apporté la preuve de ce que c'est Macron qui est venu dire à Talon de demander à ce qu'on les libère, encore que nous sommes dans un système de séparation des pouvoirs. J'observe simplement que on ne peut pas, si nous ne voulons pas faire une fuite en avant, on ne peut pas ne pas mettre dans la balance de l'analyse politique le timing dans lequel ces libérations de citoyens béninois détenus pour diverses raisons par la justice, parce que
je ne voudrais pas rentrer dans la polémique qui, pour moi, ne vaut pas la peine, la polémique de détenus politiques ou prisonniers d'opinion ou tout ceci, auquel certains s'accrochent pour vouloir reprocher au chef de l'État béninois le fait d'avoir dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin. Pour moi, toutes ces personnes... Mais lui-même l'a reconnu, finalement. Non, attendez. Toutes ces personnes qui sont libérées aujourd'hui, moi, je voudrais me réjouir de ce que c'est des pères et mères de famille qui vont retrouver leur famille. C'est l'essentiel pour moi. Et ce qui en a décidé, c'est la justice. Maintenant, si la volonté politique du président Patrice Talon d'aller vers l'amélioration du climat sociopolitique et de paix dans notre pays, y a fait quelque chose, a pu y faire quelque chose, mais tant mieux. Mais bon... Oui, mais Julien Nkiti, vous semblez banaliser la chose. Non, vous savez très bien que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont en exil chez Macron. Et ceux-là ont dû lui parler. Et lui-même a dû être sensible à un certain nombre de choses. La preuve, on a eu, je crois, 15 députés de l'opposition française qui, au départ de Macron de Paris, en tout cas, avait déjà attiré son attention sur le caractère dictateur de l'homme qu'il va visiter et oui, sur l'appel. Donc, quand on met tout ça ensemble, oui, l'analyse politique voudrait quand même que on puisse relever quelque peu le poids de Macron dans la décrispation de la situation sociopolitique nationale. Moi, je réfléchis et j'agis par objectif. Quel est l'objectif ? C'est de dire que Macron est venu donner des injonctions à Talon à Cotonou pour libérer les gens? Non. Non, c'est peut-être dire que Macron a pesé dans la balance. A agi pour qu'on puisse avoir quand même cette libération-là. Le plus important pour moi, ce n'est pas de rechercher des lauriers pour Macron. Ce n'est pas de rechercher, c'est pas Macron le problème. Alors, Macron pouvait ne pas venir à Cotonou et parler à Patrice Talon. Oui, Patrice Talon aurait bien pu l'écouter sans réagir. Attendez. Sans agir tel qu'il le voulait. Et donc, j'observe que vous ne marquez pas suffisamment la décision prise, même si on était dans ce schéma, la décision prise par Patrice Talon d'accepter de mettre en œuvre le conseil que lui aurait donné le président français. Parce que le président français ne le décide pas comme un chef qui vient lui dire « libère les gens ». Il peut bien le décider. Non, il ne peut pas le décider, s'il vous plaît. Au terme des lois de la République du Bénin, ce n'est pas possible. Non, au terme même d'une coopération... Je l'ai écrit nulle part. Je n'ai écrit nulle part qu'un président de la République puisse décider un autre, mais on connaît. Très bien. On connaît le poids des relations entre les États et autres. Oui, mais j'ai dit... on le sait très bien. On s'entend. J'ai dit, il peut lui donner... Est-ce qu'en parlant de conseil, ça ne suffit pas? Oui, mais conseil, l'autre peut l'écouter et ne pas le faire, c'est ce que je dis. Il peut l'écouter et le faire aussi. Et le faire aussi. Et donc, quand il écoute et le fait, pourquoi Sauf qu'ici, on n'a pas les preuves que c'est cela. Voilà, c'est ce que vous mettez dans la balance. Voilà, on n'a pas non plus les preuves que ça a été une injonction. Et donc, pour faire plus sérieux et plus être plus prudent, je parle de conseils, ce qui peut être acceptable par tout le monde. Parce que Macron est autorisé à donner des conseils à Patrice Talon, comme Patrice Talon est autorisé à donner des conseils à Macron sur des sujets donnés, et l'un et l'autre libre sur la question, sur la question, vous semblez penser que les pesanteurs qui ont toujours, entouré ces relations entre l'Afrique et ses obligés ont totalement disparu, comme par enchantement. Non, pas totalement. C'est l'impression qu'on a à vous suivre. Pas totalement, mais je dis notre pays, le président béninois constitue aujourd'hui l'un des pôles d'expression vivante de ce que les temps changent, les lignes bougent et sérieusement. D'accord ? Et le président Macron lui-même, pour se faire valoir, pour se faire accepter sur le continent, a dû enfoncer cette trompette en disant qu'il veut un nouveau type de relation avec l'Afrique. Il a d'ailleurs toujours dit qu'il veut une relation France-Afrique décomplexée. Bien. Alors, est-ce que vous avez observé que lorsque quelqu'un vous dit « je veux une relation décomplexée avec vous » et que vous-même vous êtes dans les complexes,
il sera obligé de vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre. Il sera obligé de se surprendre en train de vous donner des injonctions. Mais donc, quand vous voyez tous les signes, vous dites, voilà, Macron veut parler à Talon, il lui dit, bon, mon cher ami, c'est clair, dans l'absolu, on peut, sans avoir été dans leur tête-à-tête, on peut au moins être sûr que les deux en ont parlé. Et il a même dit, le président béninois, il a même dit, quand il répondait à la question sur les affaires politiques, a soufflé en filigrane que c'est le président Macron qui avait abordé telle question quand ils étaient en tête-à-tête. C'est un signe. Ils aiment bien le vendre. C'est un bout de phrase, mais qui montre que le président français, en venant à Cotonou, avait ça dans ses bagages. Très bien. Et il avait d'ailleurs dit que son objectif, c'est que en venant, ils vont mettre tous les sujets sur la table. Mais ils ne peuvent pas se voir parler aujourd'hui. On a eu l'impression, sans parler politique, sans parler de ceux qui sont en conflit avec la loi, mais qui ont un statut d'homme politique et de femme politique au moment où ils ont été interpellés par la justice, y compris ceux qui sont en exil. Et donc, c'est sûr qu'ils en ont parlé. Peut-être que justement, sur la question, on a senti le président Patrice Talon un peu agacé quand il a entendu les noms de Ricat Madougou et de Joël Frédéric Aïvor. C'était une mauvaise lecture? Non. Est-ce qu'il était agacé? Il a pris... Parce qu'il faut voir le ton sur lequel il a réagi. Oui, il a pris un air. Il a pris un air grave. Un peu plus sérieux, un peu plus grave. Mais justement parce que quand vous prenez le lot de tous ceux qui ont eu maille à partie avec la justice et qui se sont retrouvés derrière les barreaux dans la période de turbulence électorale, quand vous les prenez, mais les plus en vue, les morceaux les plus gros, c'est quand même Ricat Madougou, c'est quand même Joël Aïvor. Ceux qui ont eu des procès les plus retentissants, c'est les deux, aux conséquences les plus graves, eh bien, c'est les deux. À partir de ce moment, c'est vrai, ils sont beaucoup à avoir eu des ennuis du genre, mais ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas les mêmes qualifications de faits qui leur ont été reprochés. Alors avec cela, on a parlé de... Comment expliquez-vous? Avec cela, on a parlé de sécurité d'État, on a parlé de tentatives de déstabilisation, un certain nombre de choses. Alors, à partir de ce moment, et vu l'opinion, Patrice Talon, il est quand même à l'écoute de l'opinion, et peut-être tout est dans aussi la manière dont la question lui a été posée. Si les gens s'attendaient, peut-être qu'ils se disaient que les gens s'attendaient à ce que, devant Macron, ils disent, bon, ça y est, comme... on va les libérer. Allez, on va les libérer. Donc, lui, il avait envie de leur dire, moi, je suis droit dans mes bottes, je n'ai pas à empêcher que des gens qui, pour des revendications politiques, posent des actes qui sont qualifiés de criminels ou de délictuels, eh bien, que ceux-là ne puissent pas répondre devant la justice. Mais après, pour l'émotion, pour la légitimité, pour l'envie de tout un peuple de voir que on a ramené la balle à terre, vous et moi, on a beau ne pas être des porte-parole de ces personnes-là, mais nous tous, nous souhaitons que d'une manière ou d'une autre, tous les moyens juridiques qui se trouvent aux mains du chef de l'État, qui se trouvent au moins aux mains de l'appareil judiciaire, puissent être utilisés et qui le permettent pour que ces personnes-là, pourquoi pas, dans une entente dont le génie béninois a le secret, puissent recouvrer leur liberté. Mais là, ce n'est pas au chef de l'État. Il faut mettre cette pression pour puisque c'est lui, en définitive, qui peut pratiquement faire ce qu'il faut, ce que veulent les Béninois. J'estime que c'était... bizarre et vraiment péremptoire de vouloir espérer que pour le faire, il faut qu'il vienne un peu comme juré devant le président Macron que voilà, je vais le faire. Alors, l'autre question que j'allais vous poser, Julien Kiti, comment percevez-vous la réaction de ces députés français de l'opposition, ces 115 députés-là qui quand même ont tenu à alerter le président français par rapport à Patrice Talon, et deuxièmement, pratiquement à exiger la libération de Ricat Madougou, surtout. Bon, deux, trois facteurs, tout de suite. Le premier, c'est que vous avez parlé du Parlement français, vous avez parlé de députés de l'opposition française. Pour que ceux-là aient le droit de résider en France pendant qu'ils ont des difficultés, pour que ceux qui sont en prison, notamment Ricat Madougou, ils aient
le poids qu'ils ont dans l'opinion, mais il y a des connexions un peu partout. Vous savez, les avocats les plus en vue de Ouéké-Amadougo, ils sont français. Vous ne savez pas toutes les pressions qu'ils font là-bas. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc c'est un lobby en fait. Donc c'est un lobby. Donc tous ceux-là... mais comment elle a pu obtenir le soutien de ce lobby-là? Oui, mais elle a pu l'obtenir parce que justement, elle est en connexion avec des gens Chacun a ses raisons. Qui sont pour sa cause. Et ces gens, certainement, qui ont donné des explications aux députés français. 15 députés, c'est quand même pas petit. Non, c'est pas petit. Parce que le sujet n'est pas banal. Et ces 75 députés, ils ont par ailleurs un droit par rapport à la politique étrangère, un droit d'alerte, la politique africaine de la France, pour alerter le président français. Le président français ne s'appartient pas à lui seul. C'est pas Emmanuel Macron qui s'est déplacé pour Cotonou. C'est le président français. Ouais, donc, je suis d'accord. Les députés de l'opposition qui ont qui peut-être ne sont pas d'accord avec Macron parce qu'ils estiment qu'il ne met pas suffisamment de pression pour que des collègues opposants à eux, des collègues à eux qui sont opposants au Bénin ici, soient libérés. Donc c'est sous le sceau du combat de la démocratie. Voilà, mais ils savent très bien, ces députés français, ces 75 députés français, que le fonctionnement de la justice, ce n'est pas comme ça. Il suffira pas que eux, au Parlement français, même s'ils signaient une pétition, même si Macron... Ça allait enchaîner la justice. En même temps, voilà. Mais ils savent que ça va avoir une influence. Parce que c'est clair, dans la tête du président béninois, qui a quelques moyens juridiques pour gracier quand la justice finit son travail. Et après, on peut rentrer dans les détails de combien de temps ça doit faire d'abord. Mais ensuite, vous ne pouvez pas penser que cette pression des députés français et le fait que le chef de l'État français se soit imposé d'en parler avec son homologue béninois, que ça n'a pas fait tic dans la tête. C'est que le sujet est pesant. Des tenants, des dépositaires de l'appareil judiciaire du Bénin. Eux aussi vont réfléchir. Les acteurs politiques du Bénin, ceux qui sont ici, n'ont pas aussi manqué d'alerter le président français. Mais lui, dans le protocole diplomatique, avait obligation de respecter son homologue béninois et qui, quand il donne ses réponses, et de ne pas lui dire, mais pendant que je suis là, il faut le faire. Faire quelque chose. Pendant qu'il est là, puisque beaucoup ont estimé que c'est parce que Macron était là qu'il y a eu 30 personnes libérées à Misérité. Pourquoi on n'a pas pu libérer Ouéké-Amadougo et Joël Ayoub? Ça veut dire que si même ils en ont parlé et que Macron l'a souhaité, c'est pas encore le moment. Ça reste des conseils. Et en plus, il faut noter on va finir avec ce débat. Ces gens de libération dans de nos prisons, de gens qu'on a vus incarcérés pour telle ou telle raison, mais qui sont liés à des partis politiques, eh bien ça a commencé depuis, par vague. Avant même. Il y avait déjà 17 prévenus qui avaient été libérés. Avant même que la visite d'Emmanuel Macron n'arrive. Ça veut dire que c'était une dynamique qui était là et que la justice mettait en œuvre. On va passer au dernier sujet de ce débat. On va sortir du Bénin. Si vous le voulez bien, nous irons au Burkina Faso où le beau Blaise a adressé une lettre d'excuse à la famille Sankara. La question sur toutes les lèvres, est-ce que cette famille qui a été autant malmenée, autant mortifiée, on va dire, traînée vraiment par la douleur et tout, pourra accepter si facilement cette demande de pardon de Blaise Compaoré? D'ailleurs, l'épouse de feu Thomas Sankara, de regretter mémoire, a réagi en même temps pour dire qu'elle ne croit pas à la sincérité de cette demande de pardon, et ce n'est pas la famille directe de Sankara qui va l'accepter, parce que cette famille a connu de très près Blaise Compaoré comme un enfant de la famille. D'ailleurs, moi, frère, j'ai eu le bonheur dans mon parcours de lire pratiquement tout ce qui a été écrit sur les deux. Et celui qui a le plus écrit sur les deux, c'est notre ancien confrère, paix à son âme, le malgache Sénène Andrea Mirado. Dans Jeune Afrique. Voilà, j'ai pu lire tout ce qu'il a écrit sur eux. Il a été d'abord le professeur
à Madagascar avant d'être journaliste et d'écrire sur eux. Mais Sankara et Compaoré prenaient la bouillie ensemble au pied du papa de Sankara. Et la preuve, le jour où il a été annoncé à son père que Blaise Compaoré a éliminé Sankara, le père est resté de marbre, a dit dites simplement à Blaise que son bol de bouillie est ici, de venir le prendre. Voilà la réponse que le père de Sankara avait donnée. Et le jour où je l'ai lu, je me dis, bon voilà, quelqu'un qui est passé à une autre dimension. Alors que cette famille entende Blaise Compaoré, combien d'années après, en train de dire pardon au peuple. Le pardon a toujours eu sa place, quels que soient les crimes qui sont produits et derrière lesquels ce pardon vient. Le pardon a des sens même spirituels. Ce n'est pas mauvais, ça n'a jamais été mauvais. Que vous soyez sincère ou pas, que vous prononciez le mot pardon, c'est important. Mais que ça intervienne après donc le procès au terme duquel l'ancien président burkinabé a été condamné à perpétuité. Alors que ce soit après qu'il vienne demander pardon, je pense que ce n'est pas trop tôt. Est-ce que ce pardon c'est pour échapper à la prison, c'est pour échapper à cette sentence-là? Je pense que s'il le pensait lui-même... Ce pardon n'a pas une portée juridique. Ça n'a pas une portée juridique. Il a juste une portée morale. Oui, mais ça n'a pas une portée juridique. Mais il faut interroger le contexte actuel du Burkina. Oui, surtout quand on parle de réconciliation. Pour constater que ça a une portée. Comme j'ai coutume de vous le dire... je prends de plaisir encore à dire que derrière Compaoré, au-delà de ses avocats à lui, il s'est trouvé aussi de bons et gros sorciers en communication politique pour dire le moment est venu pour que, avant même que tu ne sois accepté, non plus Manu Militari, non plus par la force, comme ça a été le cas la dernière fois où Damiba l'a reçu pour une concertation complètement sécurisée. Ce qui déjà était irrespectueux de la mémoire, de la mémoire de Sankara. Et les magistrats, le corps des magistrats burkinabés s'était d'ailleurs fendu d'un communiqué pour dire, mais pour quelqu'un qu'ils ont condamné, ce n'est pas possible que c'est pas normal d'une certaine dynamique de réconciliation, on le fasse venir sur le territoire avec la garantie qu'on ne peut pas lui mettre la main dessus. Parce que dès que la condamnation est tombée, dès que ça a force de choses jugées, Blaise Compaoré sur le territoire burkinabé, il devrait être pris. Alors, Damiba a dû prendre l'engagement vis-à-vis du président ivoirien de garantir la sécurité de Blaise Compaoré tout le temps qu'il passerait là. Alors, et quand on regarde... Est-ce que tout ceci ne donne pas l'impression d'être monté, un montage pour vraiment aboutir à un objectif? Oui, c'est un vrai montage. Mais pourquoi? C'est un vrai montage. Et vous savez, c'est encore dans nos instruments juridiques, dans notre arsenal juridique, que il est établi que, quelles que soient les condamnations, un peuple ou la justice de ce pays où les premiers dirigeants de ce pays peuvent décider, au nom de la paix, d'aller vers la grâce. D'accord? Alors, si on octroie la grâce à Blaise Compaoré aujourd'hui, ça va paraître gros. Ça va paraître gros tout de suite, sans que lui-même, il n'ait tout au moins demandé pardon. Et il a reconnu avoir commis des crimes. Il a demandé pardon au peuple. Il a demandé particulièrement pardon à la famille Sankara. Oui, tout apparaît comme si on peut tranquillement commettre des crimes, tuer les gens impuniment, faire tout ce qu'on veut, et à la dernière minute, parce qu'on se sent peut-être lâché par ses forces, on vient vraiment demander pardon. C'est quoi? Oui, mais c'est tout le drame. Comment peut-on vivre à l'aune de cette réalité-là? Non, c'est tout le drame de la question de la situation du point de vue pédagogique. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui qui monte en politique... Quel est le message qu'il retient de tout ça? Quel est le message qu'il retient? Bon, je peux commettre tous les crimes pour peu que je sois suffisamment fort en ce moment. Je peux faire 30 ans de crimes et après, je peux venir demander pardon. Et il suffit que, en sourdine, je continue d'être fort pour que le pays ne soit pas aussi facilement gouvernable pendant que je ne suis pas là. Parce que je tiens certaines ficelles. Alors, observez que depuis que Compaoré est parti,
aucun président burkinabé n'a pu maîtriser la situation, surtout au plan sécuritaire. Vous avez observé avec Christian Kaboré pourquoi la société civile, les jeunes ont travaillé à le faire partie. C'est parce qu'ils avaient l'impression, ils lui reprochaient de ne pas avoir les capacités de contenir les avancées, les assauts terroristes. Et la particularité du Burkina Faso, c'est que les groupes terroristes sont à plus de 90% composés de Burkinabés. Ça veut dire que c'est le peu. Oui, ça veut dire que. Donc la plupart des jeunes terroristes qui sont recrutés sont burkinabés. Ça veut dire que la manipulation peut venir du Burkina même. C'est presque sûr. Et qui après Kadhafi maîtrisait la zone du Sahel, qui était après Kadhafi, après la mort de Kadhafi, le médiateur ou l'émissaire qu'on trouvait pour discuter avec ces groupes terroristes là pour que ça ne continue pas. C'était Blaise Compaoré. Et personne ne s'est posé la question de savoir comment il maîtrisait ces jeunes là. Alors qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, qu'ils soient en exil, la moindre qu'il y ait autant la moindre de hargne dans les frappes pour quelqu'un comme terroriste moi qui se refuse d'être naïf dans son analyse, c'est qu'ils tiennent les ficelles pour que avant, on empêchait même la tenue du procès Sankara. C'est devenu pendant longtemps. Hein. Maintenant il faut laisser le procès se faire. Ok, le procès se fait, la condamnation est tombée, elle est maximale, d'accord. Maintenant, on lance un ballon d'essai en faisant venir Compaoré sur le territoire sous prétexte qu'on veut faire une concertation pour dire bon, donc c'est possible. Le citoyen lambda va dans son subconscient commence pas à se dire donc Compaoré peut venir sur ce territoire sans être inquiété. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça décourage un peu des gens. Ensuite, ça amène les gens, on dit bon, tout compte fait, il faut se réconcilier. Et puis ça renvoie à l'image qu'on nous donne dans nos sociétés traditionnelles où nous avons le mythe du sorcier ou de la sorcière qui après, je vais parler terre à terre, après avoir mangé beaucoup de personnes, je vais parler vulgairement, littéralement. Et quand la sorcière se retrouve à l'âge très avancé, va chercher le prêtre pour dire ben voilà, je suis venu me confesser à l'église, je suis venu pour la rémission de mes péchés et maintenant faites-moi le baptême pour que le jour où je vais mourir, eh bien je puisse mourir en paix. Alors l'image que les gens oublient que ça renvoie, c'est que celui qui en fuyant la sorcière a couru vers l'église. D'accord? La dame qui a perdu tous ses enfants du fait de la sorcière et qui est à l'église, ben voilà la sorcière venir, et parfois elle est même plus privilégiée que. Et comme comme Jésus aurait dit dans la Bible que, eh bien, il n'est pas venu pour les hommes de bien, mais pour les pécheurs. Et donc, le prêtre et tout le clergé prendra au sérieux la sorcière, ça fait spectaculaire, et ça avancerait l'église également. Et donc, celle-là, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Eh bien, voilà, donc ça ne ramènera pas non plus les enfants que la dame a perdu. Bref, Sankara ne reviendra pas. Les enfants de Sankara ne vont jamais digérer voir ce pardon-là. Mais est-ce que Damiba, militaire, qui a pris le pouvoir et qui depuis ne fait que perdre des hommes, où va le peuple burkinabé? Va accepter de continuer d'en perdre? Et donc, c'est la grande question. Burkinabé, et puis, vous n'oubliez pas, Damiba est militaire, Blaise Compaoré est militaire, ils savent comment ils peuvent se parler. Et si cela ne tenait qu'à Sankara militaire, assassiné, Blaise Compaoré, l'assassin désigné, presque sûr, et Damiba et tous les autres qui sont venus, qui sont militaires, eh bien, la réconciliation se serait déjà faite depuis. Parce que eux, quand ils se parlent le langage militaire, ils pleurent pas trop sur le lait renversé. Les hommes perdus. C'est perdu, on avance. C'est le peuple qui est dans l'émotion. Et ce peuple a été toujours dans la rue, a fait ses révolutions, mais les fruits de la révolution ont toujours été récupérés par l'armée. Et l'armée, les gens se revoient. Mais est-ce que vous allez voir que Blaise Compaoré va devenir la pierre angulaire pour la recherche de solutions contre le terrorisme. C'est clair. Et vous avez vu depuis qu'il est passé à Ouaga, l'avancée des terroristes. Tout à fait, c'est estompé. Ouais, on n'a plus droit à des attaques. Mais non, vous allez voir des discussions. Donc ça veut dire que Blaise Compaoré, intentionnellement,
attiser le feu. Bon, ça, je n'ose pas le dire, mais je sais que... oui, parce qu'il sait qu'il est incontournable. Très bien, c'est lui qui trouvera la solution. Alors, l'équipe de la junte militaire dirigée par Damiba aura à choisir entre deux options. Soit continuer de perdre des hommes, condamner Blaise Compaoré, mettez-le en prison à vie, et si jamais ils commettent l'erreur, je parle d'erreur, parce que appliquer une décision de justice, c'est pas une erreur, mais ce serait une erreur géopolitique de ramener Compaoré dans une prison burkinabé. Vous allez voir. Cette prison sera démantelée. C'est clair. Par les terroristes. Et c'est la présidence de Damiba aussi qui va tomber, et ça va être le désordre total. Alors, j'allais poser la question. J'allais poser cette question, et ce sera la dernière pour cette émission. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? C'est-à-dire le fait que Damiba ne soit pas en train d'avoir les coups des franches pour régler ce problème terroriste, combiné à ce pardon que Blaise Compaoré demande, est-ce que ça ne risque pas d'énerver ceux qui ont été à la base du départ de Marc Kaboré, de faire partir aussi Damiba? Mais ils sont déjà énervés. Ils sont déjà énervés. Et c'est eux qui sont dans la rue en train de demander, c'est pourquoi Damiba ne supporte pas, n'autorise pas qu'il y ait des marches. Ils sont déjà en train de dire à Damiba, soit tu vas demander à la Russie, de faire partenariat avec la Russie comme le Mali l'a fait pour nous sauver, ou bien tu vas dégager. Ils le lui disent ouvertement. Il y a même un enregistrement téléphonique qui est passé et qui a été authentifié, et entre Damiba lui-même et puis un jeune leader de la société civile burkinabé. Wow. Oui, lui disait carrément, monsieur, c'est bien beau, c'est bien intéressant. Si vous n'allez chercher pas la Russie, vous allez partir aussi. Nous sommes tenus. Et le retour de Compaoré va faire retourner, va signer le retour de son parti politique aussi. Donc la recomposition la redistribution des cartes, ça va être inévitable. Merci, Julien. Malheureusement pour la mémoire de Sankara. Je veux dire, tant pis pour lui. Tout simplement, si on doit comprendre la situation. Merci, Julien Kitty, d'être venu nous abreuver de vos analyses sur ces différents sujets qui font franchement l'actualité ces derniers moments sur le pays et sur l'Afrique. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Point 7, c'est fini pour le compte de ce vendredi. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodic Bibi, c'est le pied.